première question, le combat mémoriel, tu le commences comme rappeur. Et quelle est la valeur ajoutée de ce combat aujourd'hui avec le roman? Donc d'abord, il faut un peu recontextualiser en fait le projet. Donc, le projet, il est né en 2007. Donc à l'époque, j'avais donc 28 ans. Et avec mon petit frère, on est retourné en République démocratique du Congo. Depuis et notre histoire allait disparaître. Donc ce roman et cette transition vers l'écriture est née de ça en fait, donc d'un devoir de transmission pour mes enfants et pour tous ceux qui portent en eux des mémoires invisibilisées. Et donc ici, pourquoi passer du rap à la littérature? Ben, ça s'est fait naturellement. Donc j'ai eu ce besoin de raconter à travers un roman de fiction l'histoire de la tribu des Songhai, l'histoire de ma famille. J'ai eu besoin de mettre des faits historiques réels parce que donc c'est un roman, oui, mais c'est aussi une fresque historique et romanesque inspirée et de les recherches, ça t'a coûté les données ont été facilement accessibles, trouvables? Oui, bon, maintenant avec Internet, c'est facile de faire des recherches. Il y avait aussi donc des interviews, donc j'ai questionné ma grand-mère, j'ai questionné d'autres membres de la famille. Je me suis déplacé à différentes archives, dont l'archive royale militaire en Belgique, pour avoir quelques précisions. Pardon. Lorsque j'ai eu ces entretiens avec ma grand-mère, comme elle parlait Kisongé, mais un Kisongé un peu dialecte, hein, venant des Béné-Budia, j'ai dû faire appel à un interprète pour être sûr d'avoir des éléments, une traduction bien précise de mes questions. Donc, ce que ça a coûté, en fait, c'était du temps, mais j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc, voilà, pour moi, j'ai pas regardé le coût, j'ai pas compté le nombre d'heures ou de jours. J'ai fait beaucoup de recherches entre 2007 et 2010. Et puis après, j'ai levé un peu le pied et j'ai continué plus à lire des ouvrages pour faire la concordance avec mes recherches, pour voir si j'étais dans la vérité ou dans la fiction. Et puis, voilà, pendant le Covid, je me suis dit, bon, ça y est, maintenant, je suis prêt pour commencer à écrire mon roman. Ok. Lorsque tu viens au pays pour la première fois, ton regard du Congolais de la diaspora, parce que tu es allé là-bas, tu étais enfant, ça veut dire que tu n'avais aucune image par rapport à la réalité sur le terrain. Ton premier regard, là, quel a été ton premier sentiment? Parce que visiblement, tout est parti de là pour nous amener au livre que nous avons ici. Mon retour, donc, c'était en 2007, donc j'ai 28 ans à l'époque, donc j'étais quand même un jeune homme. J'étais accompagné de mon petit frère, et donc les premiers sentiments, les premières émotions que j'ai eues en arrivant ici, c'est ouais, je me suis senti comme chez moi, donc j'étais content de retourner chez moi à la maison, voir ma famille. Et donc voilà, donc c'est vraiment un sentiment d'amour que j'ai ressenti quand j'ai atterri à Kinshasa en 2007, après 25 ans d'absence. Ah, ok. Et puis, on comprend que l'auteur a eu accès à des archives historiques, il a fait aussi des interviews. Et pour créer cette fiction, il a dû utiliser certaines connaissances de la littérature qu'il avait. Et c'est par là que je pose
y a des romans historiques qui t'ont aidé à la composition de ces livres ou des livres qui t'ont aidé à écrire ces livres? Oui, il y a toute une série de livres qui m'ont aidé, que vous pouvez retrouver à la fin à la fin du roman. Oui, donc j'ai accédé même à des thèses de certaines personnes qui ont écrit des mémoires entre guillemets sur l'époque précoloniale et l'époque coloniale. Oui, donc j'ai eu accès à des ouvrages historiques et scientifiques. Et donc, l'autre raison de plus d'acheter les livres, c'est qu'il y a une bibliographie à la fin du livre qui peut aussi nous aider en tant qu'intellectuels, en tant que chercheurs, pour avoir accès à l'univers de l'auteur en question. La tribu des Song est tome 1 et comme l'annonce son prélude, une fresque historique et spirituelle inspirée des faits réels. Elle mêle avec brio mémoire ancestrale, colonisation belge, quête identitaire et conflits familiaux. Le livre compte au moins 176 pages réparties en 4 chapitres capitaux qui vous happent dès les premières lignes au point de ne plus pouvoir lâcher l'histoire. Vous voyagez dans le temps et découvrez le pays dans ce qu'il a de plus beau. Une véritable cartographie poétique et géologique des terres bénies, comprise entre les rivières Sankourou, Kassai et Lomami, au cœur de l'actuelle province de Lomami, autour des Cabines. L'auteur nous fait fouler un sol d'une richesse exceptionnelle où l'humus millénaire de la forêt équatoriale côtoie les gisements de cuivre rouge et des minéraux précieux. C'est une plongée au cœur de la civilisation Songhay, maîtresse du fer et du feu, où les forgerons ne sont pas des simples artisans, mais des gardiens du savoir et des métaux sacrés, et où la sculpture des masques Kilume Kikashi dialogue directement avec le monde invisible des ancêtres. L'écriture, elle est sensorielle et rigoureuse. Sensuelle pour évoquer les chants des pagaies sur l'eau, les battements cérémoniels des tambours et la moiteur des forêts, tout en conservant une sobriété et une rigueur impressionnantes lorsqu'il s'agit d'écrire des traités diplomatiques ou l'horreur des affrontements militaires. On a plus compris que le livre comporte 4 chapitres et à l'intérieur de ces 4 chapitres, on peut essayer un peu de donner ces résumés à l'assistance et quelques personnages. On va essayer de dialoguer avec plusieurs différents et ce sera à chacun de nous à se génocide et il parvient à survivre en vivant caché parce que c'est lui l'héritier du trône de Goudia qui est obligé de vivre exilé. Une fois, surtout de son côté belge, où il est brillant, ce vieux, voilà, j'ai indiqué. Mais ici, donc, comme j'ai expliqué, c'est inspiré de faits réels. Ici, le jeune Monaboutia, en fait, c'est un officier belge, Paul Martinet. Mon cher de la Vinette, enfin de retour parmi nous. Vos rapports ont fait sensation au ministère des colonies. On parle déjà de vous nommer le chevalier de l'ordre de Léopold. Votre Majesté me fait trop d'honneur, répondit Paul en exécutant une révérence impeccable. Allons, modestie mal placée. Vous avez ouvert à la Belgique des territoires immenses, identifié des richesses considérables. Mais dites-moi, le roi se pencha vers lui avec une curiosité avide. Paul sentit son cœur s'accélérer. Le moment était venu. En effet, Majesté, j'ai l'honneur de vous remettre le parchemin de la magie de la vie que m'ont confié les sages de la tribu Songhay. Les yeux de Léopold II s'illuminèrent d'une cupidité féroce. Depuis sa jeunesse, il nourrissait une passion
et les sciences ésotériques. Sa bibliothèque privée regorgeait de grimoires anciens, de traités d'alchimie et de manuscrits sur les sociétés secrètes. Montrez-moi cela immédiatement. Paul sortit l'étui de cuir de sa poche intérieure et le déposa cérémonieusement sur le bureau royal marqué aux armes de Belgique. Le roi s'empara avec des gestes fébriles, comme un enfant découvrant un trésor. L'étui s'ouvrit dans un petit déclic métallique. Léopold II en extirpa délicatement le parchemin, le déplia avec d'infinies précautions, puis resta figé de stupeur. Moinaboudia, désormais connu sous le nom d'André de la Villette, découvrait la neige pour la première fois. Debout dans le jardin de la maison bruxelloise, il tendait les mains pour attraper les flocons sous le regard attendri de Marie. « C'est de l'eau gelée, » lui expliqua Marie, devenue en peu de temps sa complice de tous les instants. Européenne. Mais chaque soir, il sortait de sous son lit la petite bourse de graines confiée par Moukonkolé, promesse d'un avenir où les savoirs de deux mondes se rencontreraient. Les années passèrent, marquées par les succès académiques et une acceptation sociale progressive. André avoir en lui un parti acceptable pour leur fille. Mais dérobé au réveil. Il ne savait pas encore que Moinaboudia, l'enfant du mystère, sommeillait en lui en attendant son heure pour ressurgir et bouleverser cette existence si parfaitement ordonnée. Merci beaucoup. Bien applaudir pour cet extrait. J'ai mon agenda pour être présent ce soir. Bon, j'ai de petites questions ou préoccupations par rapport au contenu de ces romans. D'abord, je tiens à féliciter l'auteur qui n'a pas vraiment vécu ici au Congo et surtout dans sa tribu, parce que moi-même je suis aussi Song. Il a essayé un peu d'entrer dans la culture que lui-même n'a pas vécue, mais par des expériences, par de questions posées aux tierces. En tout cas, il est à féliciter pour arriver à une telle œuvre. Je veux parler d'abord de la polygamie. J'ai suivi l'auteur et moi j'ai aimé. Je ne sais pas si c'est l'auteur l'a fait exprès ou bien il voulait démontrer la différence entre des cultures, la culture européenne et la culture africaine. André était marié à une femme blanche en Europe et quand il vient ici en Afrique, il se marie à une deuxième femme. Ce qui est vraiment qui n'est pas faisable en Europe. Qu'est-ce que l'auteur voulait démontrer par là? Parce que bon, selon moi, je me disais, l'auteur veut là montrer la sève ou le puits dorsal de la vie africaine. Parce qu'en Afrique, bon, excusez-moi, moi je fais des études linguistiques. En linguistique, nous avons essayé d'étudier, il y avait un cours intitulé Études des sociétés africaines. Donc, en Afrique, dans ce cours-là, qu'est-ce qu'on disait? En Afrique, pourquoi on se marie à 2-3 femmes? C'était pour des raisons économiques, d'abord, parce que avoir plusieurs femmes, vous aurez plusieurs enfants et vous allez vous faciliter la vie. Oui, là, vous allez vous faciliter la vie, vous aurez beaucoup de richesses. Ça, c'était de 1. De 2, on peut avoir plusieurs femmes, c'est pour éviter la débauche. Comprenez un peu ça? Pour éviter l'adultère. Et l'auteur a soutenu cela par les beaux vers qui nous a été lus ici. Donc, l'amour en soi, se limiter à une seule personne en fait, c'est impossible.
l'amour est trop grand, n'est-ce pas? Maintenant, oui, mais je vous dis, on voit, pour éviter l'histoire de bâtards, tout ça, en Afrique, les anciens ont trouvé une résolution. Si vous êtes fort, hein, si vous êtes fort, mariez-vous à 2, 3, 4 femmes, mais il faut les aimer de la même manière. Au lieu d'aller, en Europe, c'est quoi? C'est le fait là de concubine, vous voyez, concubinage. C'est une face voilée de la polygamie. Ici, tout se fait, c'est autorisé ici. D'ailleurs, il y a même des concubinages. Mais ici, chez nous, au moins, on a facilité les choses. Vous pouvez vous marier à 3, 4. Alors, je ne sais pas pourquoi l'auteur a cité ça dans les romans. Retour aux traditions, accepter les traditions, donc la réalité culturelle, donc c'était dans cette orientation-là. Ah oui, oui, en tout cas, c'est bien réussi. Ça, c'était un élément de la culture africaine. Tout ça. Hein? Léopold II était un peu dans l'urgence, hein, donc, où se délimitait son territoire, donc il était dans l'urgence. On lui a recommandé donc de la Villette. Et voilà, donc ça s'est fait assez rapidement. Il a vu son rapport, il a vu qu'il avait des bonnes aptitudes. Il connaissait déjà un peu le terrain similaire avec des missions au Maroc et autres. Il avait un bon CV. Donc c'est vraiment l'urgence et les aptitudes et compétences de la Villette qui ont fait qu'il a été recruté en fait. Donc, Paul avait la triade des écrivains sont certains membres de notre pléiade scientifique. Donc moi, je voulais revenir au travail qui a été fait. En vous présentant vous deux et toutes nos félicitations par rapport au rôle que vous échangez là et que votre compère a eu tout le temps d'approfondir l'ouvrage pour nous représenter de la manière, je les félicite davantage parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Mais moi, ici, c'est dans les choix des personnages. Vous avez choisi Wanaboudia. Sur les Songé, il y a une tribu Benaboudia. Je ne sais pas s'il y a une similitude dans cela, parce que vous aurez peut-être choisi la tribu qui est la vôtre et vous êtes allé vers le Benaboudia, Wanaboudia. Puis des deux, vous avez pris Mukonkole. C'est le deuxième qui passe chez les Song. Et là, toujours l'aspect aussi du mysticisme, parce qu'on croit que c'est le dépositaire un peu de sorcellerie ou tout un tas de choses. Vous l'avez habillé. Alors je voulais que je comprenne ce choix-là, si c'est dans le sens que je l'ai compris ou bien c'est dans le sens qui lui est propre. La Boudia, parce que je suis descendant de la lignée des Boudias. Donc on vient des Béné-Boudias, donc c'est pour ça que j'ai choisi Mona Boudia. Et Mukonkole, lorsque j'ai créé ce personnage au départ, c'était pour faire honneur à ma tante qui s'appelle Mukonkole. Donc au départ, c'était juste un personnage qui devait être juste là, comme ça, au début, pour donner quelques orientations. Et puis, au fur et à mesure que le récit avançait, que l'inspiration... pour le travail abattu d'une grande importance. Je vous encourage que nous puissions avoir. Alors, j'ai 2 ou 3 petites questions. La première question, c'est au niveau de l'intitulé du roman. Je vois le roman est intitulé La tribu des Song. Si aujourd'hui, vous aurez demandé de reformuler l'intitulé, vous aurez proposé quelle autre alternative de l'intitulé? Parce que
toutes, je m'appelle Lucien Mukengue, donc je suis belge d'origine congolaise, auteur du roman La tribu des Sangué, qui nous plonge dans le Congo de la fin du 19e siècle. Donc aujourd'hui, au Musée national du Congo, une rencontre littéraire a été organisée pour partager les différentes thématiques du roman. Donc nous avons parlé des thématiques liées à la culture africaine, avec la question de ce qu'on transmet et de ce qu'on perd, car lorsqu'on transmet un héritage, on ne transmet jamais tout. Donc une partie se perd en chemin, soit par l'exil, soit par l'oubli, soit par la migration ou par l'assimilation. Donc l'assimilation, c'est lorsque des générations futures adoptent d'autres cultures. Donc il y avait aussi d'autres thématiques comme la mémoire, l'identité, l'action, l'aventure, les stratégies militaires et politiques. Et donc je vous laisse découvrir toutes les autres thématiques qui se trouvent dans mon roman, qui sera en vente ici au Musée national à partir de demain, donc pour le prix de $18. Et alors il sera aussi en vente en format e-book dans toutes les plateformes pour $7. Et donc pour le livre en format papier, vous pouvez aussi le commander dans toutes les plateformes comme Amazon ou autres. Ingénieur logiciel et transformation numérique. Je suis venu à l'événement de ce soir pour soutenir mon frère Lucien Mukengue, un ami que je connais depuis les humanités. Nous étions ensemble dans la même école, à l'Institut Marie-Stella à Bruxelles. Ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, je ne savais pas qu'il était Songhé, et lui non plus, il ne savait pas que je l'étais. Ce n'est que quelques années plus tard, quand on s'est retrouvés ici en 2016, c'est là que j'ai appris ses origines et qu'il a appris les miennes. Et comme on dit, il n'y a pas de hasard. Donc le fait qu'on se connaissait depuis longtemps et que c'était une des personnes avec qui je m'entendais très bien aux humanités, ce n'est pas l'événement d'aujourd'hui qu'on fait, ce n'était pas un hasard. Durant toutes ces années où on s'est connus. Donc quand il m'a fait part de cet événement, j'ai mobilisé mes contacts dans la communauté intellectuelle, littéraire et artistique afin de venir assister à cet événement. Que pensez-vous pour le livre Songhé? Le livre, je ne l'ai pas encore lu, mais à travers la discussion, je viens d'acquérir un exemplaire. Hein. Mais à travers la discussion que nous avons eue ce soir, c'est un livre qui a l'air très intéressant, très intriguant et très immersif. Par les quelques extraits qui ont été lus, on se sentait plongé, on se sentait projeté même sur place. Donc ça a l'air vraiment intéressant, j'ai hâte de le lire. Et tant que Congolais, en tant que Congolais, ça donne surtout pour les jeunes, ça donne une perspective historique, parce que ce ne sont pas tous les jeunes Congolais nécessairement qui ont